Bonjour Maxime Lédo, Bonjour. bienvenue sur Livre Noir. Alors, je suis très heureux de vous retrouver après ces quelques jours de repos bien mérités qu'on a pris au moment des vacances de Pâques et pour un nouveau format, donc l'entretien du mercredi. Alors pour vous, Maxime Lédo, comme toujours, une citation. Celle-ci est de La Rochefoucauld, le moraliste et surtout l'auteur des Maximes. Peu de gens savent être vieux. Qu'est-ce que vous évoque cette citation ? Euh, Elle m'évoque un certain livre que j'ai peut-être écrit, mais elle m'évoque surtout, je ne sais pas si c'est le fond de sa pensée, mais l'idée selon laquelle certains ne veulent pas décrocher d'un certain statut qu'ils ont, qui sont persuadés peut-être que leurs idées sont toujours la norme, que les mœurs dans lesquelles ils ont évolué sont toujours la norme, que les combats qu'ils défendent, même quand l'époque évolue, ont toujours lieu d'être défendus de la même façon et que ce qu'ils considèrent comme leur pensée, c'est-à-dire comme quelque chose de fixe et presque immuable, ne veut pas changer. Je le perçois un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a voulu dire. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je le vois. Je crois que je le vois comme ça, une sorte de personnes qui sont accrochées à un ciel dont il ne veut pas partir, avec ce côté toujours un peu je suis au-dessus du lot, sois jeune et tais-toi. Alors vous êtes jeune, mais pas seulement. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bien sûr, je m'appelle Maxime Lédo, j'ai 22 ans, je suis titulaire d'une petite licence d'histoire. J'ai pas peur de dire que juste avant, j'avais fait une année de droit qui n'a pas marché, qui n'a pas marché parce qu'environnement nul, personne prétentieuse, apprentissage bizarre, passionné de radio. Je suis aux Grandes Gueules depuis maintenant 3 ans, je crois. Grâce à un casting qui voulait chercher des gens entre 18 et 25 ans, je crois, donc de la société civile, et pas de chance, c'est tombé sur moi. Ça devait durer qu'une année, puis je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de me garder un peu plus longtemps. Donc j'ai écrit un livre aux éditions Fayard qui s'appelle Génération fracassée, et ça évoque la difficulté, à mon sens, qu'ont énormément de jeunes dans cette crise et dont on ne parle pas. Et j'essaye également d'aborder des sujets qui me semblent importants, comme une partie de notre génération qui se laisse aller à quelques excès, le thème de la liberté. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est venue l'idée d'écrire ce livre ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, un ras-le-bol ? Si je devais essayer de remonter ça, je dirais qu'il y a un déclencheur de fond qui est quand même que depuis des années, je vois la façon dont on aime décrire les jeunes, comment certains aiment les décrire, aiment dire comment ils travaillent, comment ils pensent, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et puis là, la façon dont j'ai anglais le livre, c'est-à-dire d'abord sur la crise sanitaire, j'ai voulu le faire parce que depuis le premier confinement, j'étais encore à la fac, donc moi j'ai validé ma licence dans les conditions que je décris dans le livre. J'habite pas à Paris, j'habite à Nantes et j'ai passé ma licence à Angers et j'étais entouré de personnes qui étaient à la fac, pas qu'en histoire, mais en droit, qui étaient en médecine, un peu partout en France. Je voyais les différentes difficultés auxquelles ils étaient confrontés et donc au fur et à mesure, également, même dans les grandes gueules, je voyais la façon dont on accusait les jeunes de faire la fête ou je sais pas trop quoi, de dire que Génération Sacrifiée c'était excessif parce qu'ils n'avaient pas fait la guerre. En fait, j'ai vu ça et j'étais déjà en train d'écrire un petit truc avec mon éditrice. Ça a paru une évidence de se pencher en fait sur le sujet immédiatement. Pour le sortir en plus à point nommé, parce que il y a eu un peu un alignement des planètes avec l'actualité qui fait qu'on a beaucoup parlé du livre, un peu de chance, un peu de hasard, mais en fait c'est ça l'élément déclencheur, c'est de voir qu'à chaque fois qu'on parlait par exemple de la dette, on parlait pas de savoir comment on allait la rembourser, alors que bon, il y avait quand même un petit fond sous-jacent qui laissait entendre que c'était Bibi, c'est-à-dire notre génération qui allait prendre cher. Il y avait aussi, quand on parlait des difficultés, on parlait des restaurateurs, on parlait des soignants, on parlait des médecins, à très juste titre. À aucun moment, on parlait même des profs, mais alors les élèves, on s'en foutait. On a parlé beaucoup de l'école grâce à l'omniprésence médiatique de Jean-Michel Blanquer, à juste titre, mais l'université, c'était toujours un pas de côté. D'ailleurs, dans les allocutions, qu'elles soient présidentielles, ministérielles ou les fameuses conférences de presse auxquelles, je crois, le rythme nous a tous un peu endormis. Les étudiants, on parlait des lycéens, des écoles, mais alors les facs, les universités, on n'en entendait jamais parler. Donc au bout d'un moment, je me dis, bon, il est peut-être quand même temps de raconter quelques vérités, comment se passent certains examens, comment ils vivent actuellement, le problème des loyers, le problème des déplacements, le problème des petits tafs à côté, le problème du diplôme. Alors d'ailleurs, dans le livre, vous citez des cas très concrets, des exemples de vos amis qui ont vécu, qui ont vendu leur ordinateur pour continuer à payer leurs études. Vous avez un exemple pour un peu illustrer cette génération fracassée qui vous vient en tête ?
Oui, je pourrais avoir celui de mon frère, par exemple. C'était sa première année d'études, il avait 18 ans, il est rentré voilà, dans le vif du sujet de ce qu'on appelle l'enseignement supérieur, et ça a été très compliqué d'être largué, de se retrouver à faire que des cours à distance, dans une promo qu'il ne connaissait pas forcément. Il y avait pas le fameux sel de la vie dont parle tant Emmanuel Macron, mais qu'il était impossible de retrouver dans de telles conditions. Ça, c'est pour le volet un peu, voilà. Mais puis, il y a les conditions d'examen, les conditions d'études, des profs parfois avec un rapport à l'ordinateur très particulier. Et puis s'il y a vraiment quelque chose d'économique, voilà, un exemple économique concret, je le cite dans le livre, mais c'est le plus représentatif à mon sens, c'est un ami de fac qui était voilà, gardien dans un musée, qui était surveillant dans un musée, qui a fait beaucoup de diplômes au point où généralement c'est à lui qu'on confiait les clés lorsqu'il y avait des soirées privées, donc c'est lui qui organisait le tout, qui supervisait un peu le tout. Du jour au lendemain, il n'y a pas eu de taf, la mairie il n'a pas eu accès aux aides de l'État, la mairie n'a pas réagi, il s'est retrouvé pendant 6 mois sans taf, là il reprend tout doucement, et vous voyez... Je fais bien d'être devant vous aujourd'hui parce que ça a encore évolué et on lui dit ah mais en fait cet été on va prendre d'autres personnes, des nouvelles personnes, alors que c'est plus celui qui a fait le plus de formations qui assure le plus de choses, et donc on ne sait pas où on va et l'incertitude économique est majeure, oui bien sûr. Alors avec Génération Fracassée, en fait, vous êtes l'un des premiers à évoquer cette rupture générationnelle avec les 68ards, ce qu'on appelle aussi les boomers. Quels reproches vous faites à cette génération ? Contrairement à ce qui a été dit, je leur reproche pas d'avoir profité, parce que je pense que c'est un peu, peut-être pas dangereux, mais prétentieux de dire oui, mais de toute façon, nous, on aurait fait mieux, faut pas se mentir. Non, je pense qu'on aurait profité comme eux, on aurait peut-être abusé comme eux, on aurait joui comme eux, on aurait bu comme eux, on aurait voyagé comme eux, on aurait croqué la vie à pleines dents exactement de la même façon. Seulement, j'ai la prétention de penser qu'on aurait peut-être reconnu ça. Aujourd'hui, ce qui me gêne, ce n'est pas tellement le fait qu'il ait fait, c'est le fait de dire qu'en quelque sorte, ça n'existait pas, que c'était voilà, le retour d'après-guerre, que c'était pas facile, et puis de toute façon, ce qu'ils ont, ils l'ont mérité. Évidemment qu'ils l'ont mérité, il ne s'agit pas de dire le contraire, il s'agit seulement de souligner que les conditions déjà économiques, les mœurs, ça a évolué énormément ces années-là, mais les conditions étaient réunies quand même pour avoir une vie un peu plus tranquille. Et le fait aujourd'hui de ne pas reconnaître et de venir sur les plateaux télé, qu'on soit philosophe, médecin ou je ne sais quoi, et expliquer aux jeunes comment vivre alors que notre jeunesse a été, que leur jeunesse a été, on va dire, plus proche de Gatsby quand même que celle des Misérables, ça me fait doucement rire, surtout que tout le monde sait, et d'ailleurs tout le monde le remarque, même eux, a posteriori, qu'ils n'auraient pas supporté 1/5 de ce que nous supportons, c'est-à-dire le confinement total, les études de cette façon, l'absence totale de rapports sociaux. Et je termine en disant ce qui est un peu amusant, c'est aujourd'hui les premiers à dire non mais regardez les jeunes, ils respectent pas, c'est une honte, ils font la fête, alors que tout le monde sait que ça aurait été les premiers, je pense, à faire des fêtes, et à mon avis dans des conditions un peu moins raisonnables que nous. Alors, vous démontez un préjugé très intéressant sur justement les personnes âgées. On imagine que la pauvreté les touche en priorité. Et en réalité, vous rappelez les chiffres. Donc, une étude qui montre que les jeunes sont touchés à hauteur de 19,7% par cette pauvreté. Et à l'inverse, les générations les plus âgées sont à, il me semble, 8,5. Donc merci d'avoir donné ce chiffre. C'est vraiment une image qu'on a et qui se révèle effectivement fausse. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que vous l'avez vécu effectivement ? Et est-ce que c'est important que le gouvernement s'en rende compte ? Mais je pense que même quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément de problèmes matériels, en quelque sorte, on est tous confrontés à un moment au fait d'être renvoyé au troisième âge, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est dans la bouche de chaque ministre. Je me souviens notamment de Madame Bourguignon, qui est secrétaire d'État, je crois, chargée des solidarités, je crois, auprès d'Olivier Véran, qui, lors d'une conférence de presse, reprenait les propos d'Emmanuel Macron, qui disait « Il est difficile d'avoir 20 ans ». Et tout de suite, elle se rattrape, elle fait « Oui, mais il est aussi difficile d'avoir 4 fois 20 ans ». Comme si quelqu'un avait dit le contraire. Personne n'a dit le contraire. Et je prends cet exemple de la pauvreté parce que c'est très, à mon avis, très symptomatique d'un mal français que je ne saurais décrire, qui est la nécessité en permanence de comparer jeunes et vieux sans jamais faire en revanche l'inverse. Jamais on dira les vieux sont, ah oui, mais il y a aussi les jeunes, jamais. Donc en effet, il y a la pauvreté, vous l'avez dit, 19,7%, 8, un peu plus de 8%, mais c'est une idée qu'on a. Et ça m'avait sauté aux yeux sur le coup lors de la CSG, la suppression de la CSG par Emmanuel Macron. On avait énormément de personnes âgées, et d'ailleurs, voilà, il y avait des éditions spéciales, on voyait Emmanuel Macron discuter avec les retraités, leur tenir la main, ou dire, mais vous inquiétez pas, mon vieux, c'est
pas normal, on prend les numéros comme incroyables et puis on s'en satisfaisait. Et aujourd'hui, alors que chez les jeunes, personne, lors de la baisse des APL, on a vu personne, pas de jeunes interpellés, alors que c'était quand même 5 euros. 5 euros, c'est quelque chose et c'est concret. Et je tiens à dire également que la nouvelle réforme des APL qui est rentrée en vigueur il y a à peine un mois, aujourd'hui dénature totalement la façon dont elles sont attribuées, à tel point que, un exemple très concret, il y avait 2 pages dans Libération, une femme expliquait qu'elle passait de 145 euros à 62, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, c'est obligé que ça provoque des inégalités monstrueuses. Donc en effet, il y a un cliché sur la pauvreté. Et il y a aussi quelque chose que je rappelle dans le livre qui me paraît essentiel, qui est aujourd'hui, oui, le troisième âge, mais on est un des pays européens qui s'occupe le mieux du troisième âge. Et ça, on a l'impression que c'est toujours tabou quand on le dit. Quand on attribue 13,8% du PIB aux retraites, que ça coûte 310 milliards par an, c'est conséquent. On n'attribue certainement pas autant à la jeunesse. Et il y a des courbes très intéressantes. Je crois que c'est l'OCDE qui a fait ces courbes-là. Quand il étudie l'augmentation des dépenses en points de PIB, en quelque sorte, on remarque que la France, les 2 points de PIB dans les dépenses, il y en a 2 qui augmentent en réalité à cause des retraites, parce qu'on décide d'améliorer tel dispositif, d'améliorer les traites, et d'ailleurs, on est le pays européen qui traite le mieux les personnes âgées. Donc c'est ce que je voulais soulever, l'espèce de différence entre le discours un peu cliché, finalement, et la réalité. Alors, vous n'épargnez pas la jeunesse pour autant. Qu'est-ce que vous reprochez justement à votre génération, la génération montante? Quels sont les reproches que vous pouvez lui faire? Si on va essayer d'être nuancé, même si c'est un peu, on a envie d'y aller un peu fort, parfois je lui reproche déjà une résignation. Premièrement, une résignation face à de grandes questions. Par exemple, la liberté, j'en parle dans le livre, mais on y reviendra peut-être, mais le côté que tout est... En gros, quelque sorte, il y a une fatalité à chaque décision qu'on prend, ça sert à rien de se battre parce que de toute façon c'est comme ça, on nous écoute pas, etc. Cette espèce de résignation qui se transforme en fatalité, qui est persuadée que de toute façon on décide pour moi, il n'y a aucun moyen de changer le monde, ça m'énerve un peu, mais ce que je lui reproche le plus, c'est qu'une partie se laisse dominer parce que Caroline Forest a appelé génération offensée, que Richard Malka, et je reprends son terme, qualifie de génération Calimero, c'est-à-dire que le ressenti dans l'actualité est devenu un prisme. On ne voit que par la façon dont la personne ressent, voit l'actualité. Si ça l'offense, on balaye le sujet. Les débats contradictoires n'ont plus lieu d'être parce que ça choque la pensée d'autrui, donc on n'évoque plus ça. On laisse la parole à la radicalité, on met de côté la nuance. Les débats, alors que l'universalisme devrait être une sorte de vision et de tunnel dans lequel on devrait s'engouffrer, l'universalisme est devenu un gros mot. On a pris l'habitude que des idées, aussi bizarres soient-elles, je dirais aussi extrémistes soient-elles, soient représentées et donc par une seule personne et donc soit la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, telle personne représente telle cause et telle personne parle au nom de toutes les femmes. Je trouve ça très dangereux qu'on commence à laisser la parole à une seule personne pour représenter toutes les autres. Et ce mélange-là fait qu'on est dans une société, je trouve, de plus en plus fracturée, que les thèmes, justement, se s'abritent derrière un débat qui n'existe pas, et le tout, quand même, est fait sous couvert d'étiquettes, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus les autres, on se contente de regarder d'où ils parlent, en quelque sorte, donc d'un journal, d'une idée, d'un parti politique, d'un propos qu'il a tenu X années en arrière, et on ne s'intéresse jamais au fond et uniquement à la forme. Donc ce tout-là forme une jeunesse un peu perdue, à mon sens. Et le communautarisme, ça vous inquiète? C'est aussi quelque chose qui est particulier à votre génération? Bah oui, ça m'inquiète dans le sens où je ne comprends pas comment on peut en réalité le préférer à l'universalisme. C'est quelque chose que je comprends parce que j'entends ceux qui le défendent, j'entends également les plus extrémistes qui veulent le mettre un peu partout, mais prenons le dernier cas qui est une forme de communautarisme, ce qui s'est passé à l'UNEF il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire cette idée que non seulement il y a des réunions racisées, et ce qui m'a interpellé beaucoup dans les propos de Mélanie Luce quand elle était sur Europe 1, c'est la conviction avec laquelle elle l'exprime, c'est-à-dire l'idée que en fait c'est la norme de faire ça. Non,
Mais non, c'est ça qui est marquant souvent chez ces personnes-là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier les discriminations que certains peuvent avoir. Seulement, première chose, derrière ce mot discrimination, il s'agit de ne pas mettre tout et n'importe quoi. Je me souviens d'une très bonne tribune de quelqu'un qui s'appelle Jimmy Chariot, qui est professeur de droit dans Libération, qui expliquait que discrimination, aujourd'hui, il y a tellement de choses derrière le mot discrimination, c'est-à-dire qu'il y a la glottophobie pour l'accent, il y a la rouphobie, il y a la grossophobie. Bon, et finalement, le mot discrimination, qui est quand même quelque chose d'important et qui a une valeur juridique, disparaît totalement. Ça, c'est la première des choses. Il ne s'agit pas de nier les discriminations. Et il ne s'agit pas non plus de ne pas entendre la parole des victimes. Il s'agit seulement d'entendre qu'en France, il y a une histoire, il y a une tradition. L'État n'est pas fondamentalement raciste, les institutions ne sont pas fondamentalement racistes. Et donc, quand il y a des discriminations, elles concernent toute la société. Et c'est ça qui moi, m'interpelle par le communautarisme, c'est-à-dire l'idée qu'en se rassemblant, quand personne discriminée, on se rassemble, on va régler le problème de toute la société parce qu'on reste entre nous. Au contraire, non. Quand il y a des rassemblements, quand par exemple une personne juive meurt, il y a des rassemblements, on y va en tant que Français parce qu'on est choqué, parce que c'était quelqu'un, c'est pas parce qu'il était juif. C'est le fait qu'il soit juif renforce à la limite le caractère obscène et dégueulasse du geste, mais ça n'enlève rien à l'atrocité de base. Et en réalité, de plus en plus, on se tourne vers ça. C'est-à-dire qu'on ne veut attribuer la parole sur un sujet que par ceux qui en sont directement concernés. Le parole du racisme ne devrait pas être l'apanage des Blancs, alors qu'à mon sens, elle concerne toute la société. C'est exactement pareil pour les femmes. Sous prétexte qu'on est un homme, on n'a pas le droit de donner son avis. Non pas que les femmes soient moins ou plus concernées, elles sont forcément plus concernées. Juste que si on commence à vouloir une société fragmentée où on ne s'intéresse plus finalement aux problèmes qu'on pourrait améliorer collectivement, sincèrement, je ne sais pas où on va. Et je crois qu'on va dans une direction qui est fâcheuse. Alors, la dernière phrase de votre livre, c'est un souhait. Vous souhaitez l'émergence d'une génération libre. Est-ce que votre livre, c'est pas aussi un plaidoyer pour la liberté d'expression ? Ah si. Ah ben oui, ah si, bien sûr. Ça me fait plaisir que vous dites ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on relève beaucoup. Ah mais si, bien sûr, parce qu'elle est cadenassée, et elle est d'autant plus cadenassée pour deux choses. Si je vais essayer de les établir distinctement. Il y a d'abord quelque chose, quand on dit ça, qui est un peu caricatural, dans le sens où quand on se bat pour la liberté de penser, on a l'impression qu'on rentre tout de suite dans la case des gens qui disent oui, mais enfin bon, vous comprenez, on peut plus rien dire. Surtout que ces gens-là qui ne peuvent plus rien dire sont partout. Donc ça pose un problème. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en vrai, derrière cette phrase se cache un problème, à mon sens, de fond, qui est que c'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est qu'aujourd'hui, certains s'auto-censurent parce qu'ils savent très bien que s'ils tiennent ces propos, ils auront juridiciation du débat, donc procès, ils auront les associations, ils auront le procès des réseaux sociaux, ils seront peut-être même virés de la tribune d'où ils sont, et donc ça, ils s'auto-censurent. D'ailleurs, le dernier exemple frappant, c'est Finkielkraut sur LCI. Il a donné par la suite une interview dans Causeur où il dit de toute façon, je ne ferai de moins en moins de médias de cette façon parce que finalement, la parole est telle, il y a une pression des réseaux sociaux, donc il s'auto-censure. Et voir un des plus grands philosophes, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on l'apprécie ou pas, c'est même pas la question. Voir un philosophe d'une telle envergure s'auto-censurer devrait alerter, à mon sens, tout le monde. Et ensuite, dans bien sûr la liberté d'expression, je trouve qu'elle est entravée par justement ce prisme de l'offense qui empêche un débat sain. Et puis il y a l'idée de la nuance qui disparaît totalement, qui à mon avis gâche aussi la liberté d'expression dans le sens où, par exemple, je donne l'exemple de Nicolas Bedos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la liberté d'expression est placée sous l'égide du bien un peu, c'est-à-dire que toutes les idées qu'on peut apporter en contradiction à quelqu'un qui défend normalement le bien, même si ça pose des problèmes de fond, chaque argument est balayé d'un revers de main parce que lui a le bien. Exemple très concret, si je peux essayer de le dire, Nicolas Bedos, ce qu'il dit dans sa tribune, peut-être excessif, peut-être qui s'est emporté, peu importe, c'est qu'il dit, écoutez, il y a quand même un besoin d'aspect voilà, social, il y a besoin de rencontres, il y a besoin de rire, il y a besoin de retrouvailles, il y a besoin de refaire le monde, il y a besoin d'amis, il y a besoin d'amour, il y a besoin de tout ça. Et il est dans son rôle, il est artiste. Et quand, à côté de ça, il y a des gens qui disent « Oui, non, mais regardez l'état des réanimations », on ne peut pas en permanence sur chaque sujet faire du chantage à la santé, à la réanimation. Quand lors des débats sur l'article de loi, l'article 24 du projet de sécurité de loi globale, quand on dit, écoutez, on voit bien qu'il y a certaines libertés qui sont mises à mal, peut-être qu'on peut un tout petit peu se poser la question de la façon dont les drones vont surveiller, le droit à l'image, la liberté, par exemple, aussi de culte dans la liberté, dans le principe
dans le projet de loi qui réconforte les principes républicains, le nom à rallonge pour ne rien dire en plus, bref, dans tout ça, il y avait des atteintes à la liberté de culte, à la liberté d'enseignement pour l'enseignement à distance, pour la liberté d'association. Et dès qu'on soulevait ces questions, à mon sens de façon légitime, on nous faisait croire que c'était être complice du pire. C'est-à-dire que la loi projet de sécurité globale, vous ne la voulez pas. Mais donc ça veut dire que vous êtes du côté des casseurs. D'ailleurs, c'était en plus joué de façon très malsaine avec les chaînes d'infos, mais pas seulement la parole des ministres qui accusaient de regardez les casseurs, ça a mal tourné, et c'était ceux qui étaient contre l'article de loi globale. Donc on voit très bien qui sont ces gens-là, c'est les casseurs, c'est les gauchistes, et donc si vous la défendez, vous êtes un affreux gauchiste. Donc ça, c'est mort. Sur la liberté, sur les projets de principes qui réconfortent les principes républicains. On a eu pareil. Attendez, mais vous êtes contre ça? Mais ça veut dire que vous défendez les islamistes et vous défendez ceux qui ont assassiné Samuel Paty? Non, pas du tout en fait. C'est que justement, on a en France des principes qui sont fondamentaux. On a des libertés fondamentales. C'est des gens qui étaient brillants, certainement beaucoup plus brillants que tous ceux actuellement qui essayent de passer outre. Donc je pense que c'est de notre devoir de rester à la hauteur de ces gens-là et lorsqu'il y a des atteintes, d'essayer de les soulever. Et c'est pour ça que je suis très inquiet en effet de la liberté d'expression et notamment de ces libertés-là, parce que même défendre la liberté dans son sens le plus large possible, ça devient parfois être complice du pire. Et comme c'est souvent au nom du bien qu'on y porte atteinte, le débat devient très compliqué. L'idéologie de la cancel culture, vous sentez qu'elle est puissante dans les universités et dans la jeunesse aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'elle menace ou parce qu'elle est vraiment assimilée par les étudiants? Je pense qu'il y a beaucoup de... Vous pouvez peut-être rappeler ce qu'est la cancel culture? La cancel culture, c'est l'idée en réalité qu'il faille impérativement pour avancer dans l'histoire, gommer, effacer, brûler, ne plus entendre, écouter, lire certaines personnalités parce qu'ils ont participé à des événements tragiques, donnons des exemples, parce que Céline était antisémite, il ne faudrait plus le lire, parce que Claude François avait une façon détournée d'approcher les jeunes filles, il ne faudrait plus l'écouter. Qu'est-ce qu'on a vu récemment? Disney, sous prétexte qu'il y a un chat dans les Aristochats, je crois, aux yeux bridés et qui prend un accent quand il chante, il ne faudrait plus le regarder ou il faudrait mettre un message de prévention parce que ça véhicule des clichés. C'est l'idée que, une fois de plus, toute forme d'offense doit être gommée pour aller vers un monde pur qui n'offense personne. Et surtout que comme ces gens-là étaient des salauds, on l'a vu également un peu avec Polanski, comme ces gens-là étaient des salauds, toute leur œuvre, tout ce qu'ils ont écrit, pensé, ne peut plus être pris ou comme référence, ni comme sujet de travaux en quelque sorte, parce qu'ils représentent quelque chose d'horrible. Est-ce qu'ensuite c'est une menace? Est-ce que les étudiants le croient? Est-ce que c'est une menace? Pour nous, vous voulez dire, c'est dans ce sens-là? Oui, je veux dire, est-ce que c'est par pression? Parce que justement, il y a des groupes de pression. Ou est-ce que vraiment, il y a des étudiants qui adhèrent profondément à cette idéologie et de plus en plus massivement? Moi, je pense que c'est les deux. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes n'osent pas aller à contre-courant en défendant de continuer à lire Céline, de continuer à aller voir certains films de Polanski parce que J'accuse est un film qui aborde quelque chose qui est totalement effacé dans l'histoire, par exemple. C'est quelque chose qui est difficile à défendre parce qu'en effet, il y a l'effet de groupe, il y a l'effet à la fac, il y a l'effet de copinage, il y a les groupes de discussion. Il y a aussi l'esprit un peu de meute, il y a l'idée aussi que certains professeurs sont dans cette idée un peu de s'attarder ou sur la race ou sur le genre, donc tout nuance, tout propos contradictoire peut être, comment je pourrais dire ça? Ça peut apporter des difficultés peut-être dans l'année scolaire, il y a ça aussi. Ensuite, est-ce que ça nous menace? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que les étudiants le croient? Je crois. Mais parce que peut-être que je me rassure en disant ça, c'est peut-être prétentieux, mais je ne l'espère pas. Il y a l'idée aussi de comment je pourrais dire ça, de flemme intellectuelle un peu. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que comme ils ne connaissent pas, ils se satisfont finalement de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont aperçu. Quand par exemple j'entends qu'il faut ne plus lire Céline, ça me rend dingue. Parce que c'est immense, Céline. On pense qu'on veut, il suffit d'aller entendre. Il y a des places à 15 € pour Lucchini, on est au dernier rang, mais on l'entend quand même pour aller le voir à Paris. Il suffit d'entendre Lucchini qui le récite pour comprendre que c'est un auteur absolument immense. Dans Mort à crédit, par exemple, c'est des lignes qui sont dingues. La façon dont il arrive à retranscrire un quotidien
Également, c'est bluffant, ces gens-là sont bluffants, qu'on le veuille ou non. Leur œuvre, d'ailleurs, les dépasse aujourd'hui. Quand on connaît beaucoup plus les œuvres de Céline que sa vie. Il a par exemple même une thèse de médecine, où là, sur le coup, on retrouve beaucoup de caractères ou de travers antisémites, mais qui est absolument fabuleuse à lire. C'est un monument de lecture, de littérature, d'intelligence. Donc c'est intéressant, au contraire, quand des gens sont menacés de cancel culture, de se replonger dans leur œuvre, parce qu'on découvre souvent des gens qui... D'ailleurs, aujourd'hui, on se pose la question de est-ce que La Fontaine n'était pas misogyne ? Enfin, vous voyez, ça prend maintenant des proportions qui sont un peu surréalistes. Donc non, quand quelqu'un est accusé de cancel culture, je pense au contraire qu'il faut se plonger au cœur des œuvres pour essayer de comprendre et surtout recontextualiser l'époque dans laquelle ils étaient. Je prends un dernier exemple. Quand on a voulu gommer absolument le terme nègre des 10 petits nègres d'Agatha Christie, moi je l'aurais laissé, dans le sens où ça permettait de comprendre pourquoi Agatha Christie, du haut de son statut, voulait le dire comme ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire à travers son roman ? Et enfin, on a aperçu ça dans d'autres débats, mais Agatha Christie, voilà, pour moi, ça a été un peu symptomatique de la chose, oui, bien sûr. Maxime Lédo, comment est-ce qu'on pourrait réconcilier les générations qui aujourd'hui effectivement semblent ne pas se comprendre ? Déjà, dans ce livre, on m'a reproché un peu certaines phrases choc, mais je pense que pour commencer un débat, c'est bien qu'on soit plus ou moins tous d'accord sur, j'allais dire, le constat. Ça peut paraître paradoxal de prôner le débat et d'être d'accord sur le constat, mais de partir sur ces bases-là, c'est-à-dire que tout le monde soit prêt à entendre certaines choses. Ça, je pense que ce serait déjà un gros moment. Et ensuite, je pense tout simplement qu'il faut appréhender à nouveau la façon dont une partie de la jeunesse, tout simplement, comment la jeunesse vit aujourd'hui. Je pense que beaucoup n'en ont pas conscience, comment elle réfléchit, comment elle s'informe. Par exemple, Twitch, aujourd'hui, c'est quelque chose c'est un univers à part. Et je le dis avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'y passe des heures, littéralement. Mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que la façon dont les gens se mobilisent parfois pour des causes, pour des chaînes qui font des choses absolument hors normes, qui font de la couture, qui font des dessins, je trouve ça fabuleux. La façon dont des dons sont réunis dans des temps records pour des associations, que ce soit pour des animaux, que ce soit pour des grandes associations. Ce que font de grands streamers une fois par an, le fameux The Event, en rassemblant des millions d'euros en 2 jours en jouant aux jeux vidéo. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Il n'y a aucune grande entreprise qui mette 1000 balles ou 300 000 balles. C'est juste des jeunes qui y vont à coût de 1, 2, 3, 4, 5 euros. Donc ça, c'est incroyable. Et si juste un tout petit peu, on pouvait faire confiance aux jeunes, c'est-à-dire les écouter sincèrement quand ils parlent, c'est-à-dire faire confiance en leurs projets. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est quelque chose qui se perd. Je trouve que c'est très symptomatique d'un déclin français. Quand on prend juste cette crise sanitaire, on s'arrête dessus. Un des vaccins qui est Moderna, à la tête de la boîte, c'est un Français qui est parti, qui a juste tout abandonné, l'entreprise très confortable dans laquelle il était, pour aller miser à fond sur l'ARN messager dans lequel personne ne croyait et qui aujourd'hui va être milliardaire. Bon, c'est un Français. Et pourquoi ça n'a pas été possible en France ? Sanofi, qui est français, la façon dont on s'est attardé, ou sur la façon dont on ne s'est pas attardé sur l'ARN messager, l'échec de Sanofi, de très bonnes enquêtes dans l'Express, c'est affligeant. La façon dont le prix Nobel de chimie est français et française, parce que c'est une prix Nobel de chimie, et a dû finalement partir en Allemagne pour avoir des financements suffisants et pour aller au bout de sa thèse, ça devrait nous interroger. Donc il faut faire confiance aux gens, il faut laisser les gens justement s'émanciper, développer leurs projets, il faut leur donner également les moyens de le faire, parce que je pense que beaucoup aujourd'hui, on est d'accord, je pense, pour dire qu'il y a un avenir immense aujourd'hui pour la technologie, pour les nouvelles technologies, pour Internet. Un exemple tout bête, qui à mon sens est symptomatique, que je vous permettez de développer, je l'espère, c'est que aujourd'hui, par exemple, il y a eu les Xbox et les PS5 en plein confinement d'ailleurs, qui ont été en rupture de stock. Pourquoi ? Notamment parce que confinement, etc., mais parce qu'il manquait à ces choses-là une petite puce électronique qu'on appelle les semi-conducteurs. Aujourd'hui, les semi-conducteurs, il y a une pénurie qui est mondiale, mais on sait que c'est un enjeu d'avenir. Aujourd'hui, c'est un marché qui est monopolisé par les Américains, par les Chinois, mais notamment, pour être très très précis, pour l'Asie, mais pour être très précis, par les Taïwanais. Il y a 10-20 ans, au début des années 90-2000, un des principaux leaders dans ce domaine-là, c'était la France et l'Europe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et on est obligé de réinvestir des millions parce qu'on a laissé ça totalement à l'abandon. Mais quand aujourd'hui des jeunes en France veulent aller dans ce secteur-là, veulent se développer, ont fait des études d'ingénierie informatique, de développeurs de jeux vidéo,
ils se barrent ailleurs justement parce qu'en France, alors qu'on a pu être leader dans ce qui est devenu finalement quelque chose du futur, eh ben, ils sont obligés d'aller à l'étranger parce qu'on est capable d'avoir de grandes entreprises en quelque sorte françaises ou européennes. Et pire encore, on les laisse partir. On a eu le cas avec Nokia, Alcatel, on a eu le cas encore plus récemment avec Alstom. Donc c'est tragique. Aujourd'hui non plus, les grandes entreprises qui font rêver, qu'on le veuille malheureusement ou non, c'est des entreprises américaines. C'est Apple, c'est les GAFAM. D'ailleurs, les GAFAM assument largement vouloir voler des étudiants en quelque sorte européens pour les faire venir dans leur université parce qu'ils savent de toute façon que l'enseignement qu'ils vont leur apporter, ce sera un enseignement de meilleure qualité que les facs françaises. Et d'accepter ça, c'est tragique d'ailleurs, comme je sais que vous aimez le fond ici, quand vous regardez le classement de Shanghai, qui est le classement des universités mondiales, il n'y en a que 2 françaises dans le top 50, dans le top 50. Donc vous voyez, en réalité en France, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, les jeunes sont presque obligés de partir à l'étranger parce qu'il n'y a rien qui les retient en France. Et c'est ça, alors qu'on a une culture dingue, qu'on a des monstres de cinéma, de musique, de littérature. On n'a rien qui les retient. Aujourd'hui, la façon parfois dont on parle du jeu vidéo, il y a une enquête actuellement dans Libération qui parle de la pression qu'ils subissent, c'est inhumain. Et en France, on ne sait pas se saisir de ces sujets, alors que c'est maintenant qu'il faut s'en saisir. Donc voilà, je trouve ça navrant et ça sera à mon avis un moyen d'aller reconquérir des jeunes que d'aller les écouter. Non pas pour les écouter, mais pour comprendre vraiment la force vive qu'ils portent en eux, la façon dont ils peuvent sincèrement servir le pays, et qu'aujourd'hui, malheureusement, quand ils peuvent servir le pays, ils préfèrent aller le servir dans des boîtes privées plutôt qu'en politique, parce que tout est en train de s'écrouler un peu. Je retrouve la même indignation que on avait entendue avec Laurent Alexandre ici. Mais qui a les mêmes déceptions vis-à-vis de ce système un peu délirant. Si vous aviez les moyens, une entreprise que vous aimeriez créer justement, pour peut-être rendre son honneur à la France. Alors je ne sais pas si c'est une entreprise, mais j'ai toujours rêvé, je compte toujours peut-être le faire un jour, d'avoir alors peut-être pas une entreprise, mais un immense pôle média sur lequel on laisserait faire des jeunes Twitch, mais faire du Twitch un peu différemment, comme le fait des gens des gens comme un peu Étoile dans son genre, qui est un streamer à Étoile, qui a fait un peu avec Samuel Etienne, qui a lancé Samuel Etienne en le prenant sur Question de un champion, etc. Mais vraiment laisser les jeunes s'exprimer, leur donner les outils pour transmettre à d'autres jeunes, mais par des voies totalement différentes, mais que eux maîtrisent parce qu'ils sont nés avec ça, la littérature, leur donner envie d'y lire, laisser les gens justement se rencontrer. Ce que vous faites ici est assez formidable parce qu'avec des outils modernes, vous arrivez à mettre le zoom sur des personnalités qui ne le sont pas forcément, dans le sens où ils sont un peu plus âgés, mais qui deviennent en quelque sorte accessibles parce qu'ils vont sur ce genre de format. Je trouve ça passionnant. J'aurais adoré recréer un peu du Hardisson jeune, dans le sens où on garde l'ambition, le côté décor fou, sulfureux, mais on est capable de réunir sans mépris, mais justement avec une passion dévorante, sur un même plateau, des gens comme Leila Slimani, Squeezie et Édouard Philippe. Je dis 3 noms au hasard, par exemple, mais je trouverais ça passionnant parce que je suis sûr que ce sont des générations différentes, d'univers différents, mais qui auraient des milliers de choses à se raconter. Et sur certains sujets, je pense même qu'on arriverait à faire disparaître la langue de bois. Donc, un grand rêve, c'est ça, c'est d'avoir peut-être pas une entreprise, mais une immense émission qui cartonnerait, où la culture serait quelque chose de populaire dans le bon sens du terme, que les gens, s'ils écoutent cette émission, ont envie de dévorer des livres, ont envie de s'intéresser à autre chose, qu'autour de la machine du café, ils disent « Ah mais attends, mais tu sais pas, l'autre jour, je regardais une émission là, animée par un petit jeune, et j'ai appris que si, je savais pas qu'il y avait un jeune qui avait développé ça, ou que voilà, ou même faire, mettre à mon avis... éviter en quelque sorte l'étiquette intellectuelle de tel endroit ou de tel endroit et les ramener en quelque sorte à un niveau populaire dans le sens mais regardez, c'est pas parce qu'il s'appelle Camus que vous pouvez pas les lire, c'est pas parce qu'il s'appelle Sureau et qu'il parle d'Apollinaire que vous pouvez pas le découvrir, au contraire. Et j'essaierai de développer ça. Je sais pas si c'est à la mode, mais je rêverais même de le faire, confronter des gens aux jeux vidéo, je trouverais ça vraiment formidable. Ouais, vous êtes aussi un passionné de lecture, justement. Oui. Vous citez dans votre livre Raymond Aron ou Bernanos ou Camus, comme à l'instant. Ce sont des écrivains qu'on a pu qualifier de plutôt conservateurs. Est-ce que vous pourriez vous reconnaître dans ce terme ? Est-ce que vous sentez une sorte de filiation idéologique ou pas du tout ? Mais alors filiation idéologique, ce serait un peu prétentieux, surtout quand on parle de gens comme Camus, Aron ou Bernanos. Je pense avec le conservatisme ou... Oui, non. Alors le conservatisme, si c'est une façon en quelque sorte de ne jamais oublier ce que eux ont fait, la façon dont ils percevaient le monde pour s'en accrocher, peut-être que d'une certaine façon, oui. Mais je pense que ces gens-là sont très importants parce que justement, ils ont su voir. Enfin, c'est terrible de se dire qu'aujourd'hui, si on relit par exemple Marc Bloch,
il y a des citations qui juste nous explosent à la figure tellement elles sont stupéfiantes de réalisme. Quand on lit aujourd'hui Camus, il y a des phrases, on dirait qu'elles sont actuelles, aussi bien sur la démocratie, sur la nuance, que sur la légèreté de la vie qu'on a tant perdue aujourd'hui. Un exemple, il y a une phrase, je crois que c'est dans un des carnets, il dit que nous étouffons de ces gens qui autour de nous ont toujours raison. C'est si juste. Sur la légèreté de la vie, il y a une phrase qui est géniale dans ses carnets. Il explique qu'il passe devant un cinéma et qu'il adorait ce cinéma parce que dans un temps, en plus des places, on achetait des pastilles à la menthe et qu'en fait, on se mettait à côté des gens. Quand on dépliait les pastilles à la menthe, il y avait des phrases du style « Est-ce que tu veux m'embrasser ? Est-ce que tu veux m'épouser ? Je t'aime ?» Et en fait, il explique qu'il y a des vies entières qui se jouaient autour de pastilles à la menthe. Alors, c'est quelque chose d'une légèreté qu'on en vit beaucoup. Et puis, dans La Chute, il y a des phrases chaque personne qui, à mon sens, lit La Chute, se retrouve dans des phrases qui sont d'une justesse. On a l'impression que nos sentiments, notre âme est coupée au scalpel tellement les phrases résonnent en nous. Donc je pense que ces auteurs doivent justement nous permettre de ne jamais oublier ce qu'eux ont fait, les idées pour lesquelles ils se sont battus, et pourquoi, si c'est ça les conservateurs en tout cas, pourquoi, à mon sens, c'est important de ne jamais oublier l'espèce d'idée qu'ils essayaient de mettre intrinsèquement à travers leur écrit, parce que c'est ce qui guidait la France, c'est ce qui permettait de la laisser sur les rails de son histoire, de ses valeurs, de ses principes. Et ça me paraît en effet très important, parce qu'aujourd'hui, la littérature, c'est à mon sens quelque chose qu'on n'aborde pas assez, mais qui est... on pourrait en parler des heures, quoi. Donc voilà. J'aimerais beaucoup, mais bon, on a un temps limité. Et des chaînes YouTube, vous êtes consommateur aussi? Vous avez des préférences? Alors des chaînes YouTube, j'avoue il y a beaucoup de jeux vidéo, donc je sais pas si je peux les citer, mais non, mais il y a beaucoup de streamers en réalité que je regarde. S'il y a des chaînes vidéo importantes, il y a la chaîne vidéo d'Arte que je trouve est sincèrement passionnant parce que c'est des petits formats, c'est très court, c'est passionnant, c'est intelligent. Il y a la vôtre que sincèrement j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais que je trouve très intéressante justement parce que c'est des entretiens de fond. J'avais rien demandé, je suis ravi, merci. Non, mais je le dis sans flagornerie dans le sens où on peut très bien mettre l'entretien en fond, se laisser bercer par les voix parce que c'est intéressant et avoir du fond, de l'intelligence avec des questions qui touchent à mon avis à la modernité. J'essaye parce que je sais que je regarde beaucoup de chaînes YouTube et j'adorais en mettre certaines en avant. Il y a une chaîne qui s'appelle Charlie je ne sais plus quoi, je crois. Et c'est une chaîne de cinéma. Et c'est une jeune femme qui parle de cinéma, qui raconte des anecdotes sur les films, qui nous apporte toujours un biais intéressant, qui vient nous claquer certaines anecdotes sur le tournage, sur l'histoire du film, etc. Je trouve ça passionnant. Je cherche un peu parce que je suis vraiment consommateur de beaucoup de chaînes et je zappe surtout des espèces de petites chaînes qui montent. Chose totalement débile, mais que j'adore, c'est Marion Caméléon, qui est une youtubeuse maquillage. Alors, me demandez pas comment j'ai découvert ça, je crois que c'est grâce à ma copine qui la regarde beaucoup, mais qui a une liberté, qui a une création, qui s'assume dans tous les sens du terme, qui fait des folies en permanence, dans le sens où elle fait des maquillages qui sont folles, qui sont fous. Elle a une autonomie, une indépendance qui est dingue. Je trouve ça intéressant. Il y a Clémentine aussi, qui est une danseuse que je ne me demandais pas pourquoi je cite, mais je trouve ça hyper intéressant. Ah non, moi j'aime beaucoup. Mais c'est hyper large, mais que je regarde beaucoup parce que elle a une pratique de la danse qui est dingue, etc. Et on va aller sur des trucs quand même... Oui, il y a quand même la chaîne de France Culture aussi que je regarde beaucoup parce que les interviews, on peut le regarder en x2, donc on peut consommer beaucoup de contenu sans en perdre le fil rapidement. Et voilà, après je regarde beaucoup de live, etc. Mais c'est quelques chaînes YouTube, c'est les dernières sur lesquelles j'ai pu apercevoir des vidéos quand j'ai le temps, c'est ce que j'essaie de faire. Donc on peut se cultiver devant un écran. Mais oui, et en fait, je trouve que c'est plutôt l'inverse de ce qu'on a tendance à dire quand on dit oui, les écrans nous ont éloignés de la culture. Je trouve que c'est totalement faux. Pour donner un exemple très concret qui est un peu auto-centré parce que c'est le mien, mais tous les matins, je lis tous les quotidiens nationaux, j'essaye. Je les lis justement sur écran parce que la presse ont démocratisé les abonnements, les ont rendus accessibles. Netflix, on aime pas, on peut critiquer le modèle, on peut critiquer la façon dont ça fonctionne, on peut critiquer les idéologies qu'ils mettent à travers leurs séries, mais aujourd'hui, ils sont capables de mettre des films immenses comme César et Rosalie avec Montand Schneider. Ils sont capables de mettre du Truffaut, donc c'est dingue. Et à travers même certaines séries, ils poussent les jeunes à aller consommer de la littérature. On l'a vu avec Lupin, on l'a vu avec Le Jeu de Dames. Ils se précipitent après sur des livres. Donc je trouve ça formidable. Des podcasts aujourd'hui, c'est sur écran, ça se trouve sur l'écran, on met dans les oreilles, mais la façon dont c'est consommé, ça permet après d'aller se tourner sur des livres. Aujourd'hui, les jeux vidéo, vous prenez The Witcher,
best-seller, qui a cartonné, qui est une série également, mais ça a poussé énormément de jeunes à se précipiter sur la lecture. Alors c'est pas de la lecture, un livre, mais c'est des BD, c'est des comics, c'est des mangas, et c'est aussi pareil, je trouve que de plus en plus, ce qu'on appelle, j'essaye de m'y mettre, mais les grands animés, ça permet une ouverture et on va beaucoup s'intéresser après à la culture asiatique, c'est-à-dire à la K-pop, donc qui concerne un peu plus la Corée. Mais quand on s'intéresse à la K-pop plutôt que le cliché « Oh, bah, c'est des danseurs, c'est des boys bands qui intéressent les filles », non, parce qu'il y a toute une industrie qui est beaucoup plus cruelle qu'on croit, il y a tout un fonctionnement et ça permet en réalité beaucoup plus une ouverture d'esprit, je crois, qu'un enfermement les écrans. J'essaye de m'en convaincre parce que je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses à tirer des écrans. Alors pour revenir à un sujet un peu plus gris, disons, vous imagineriez faire de la politique un jour ? Alors il faut jamais dire jamais parce que voilà, parce qu'après on va aller fouiller les archives et on va s'en mêler avant même de commencer. Je m'en méfie un peu comme la peste, dans le sens où je trouve que de plus en plus se lancer en politique, c'est plus casse-gueule qu'autre chose. Je trouve déjà qu'être politique en soi, si on essaie d'être totalement neutre, c'est beaucoup plus casse-gueule qu'autre chose. Il y a beaucoup d'avantages, mais c'est mal payé. Par exemple, contrairement à un grand patron, alors oui, c'est payé parce que c'est beaucoup plus payé que certains métiers, mais contrairement à tout ce qu'on se prend dans la gueule, c'est quand même peu. Et ensuite, je trouve que le niveau s'est tellement écroulé, et je dis pas ça pour dire que je suis au-dessus, pas du tout, au contraire. Je dis juste qu'aujourd'hui, ce qui forgeait la grandeur des hommes d'antan, c'était une sorte de connaissance culturelle qui pouvait les guider. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une remarque, j'ai dit oui, ce qui manque un peu à Xavier Bertrand dans son entretien dans Le Point, c'est le manque mais le côté un peu vide en fait. On tape et ça sonne creux. Et on m'a dit oui, enfin les gens ils veulent pas des citations. Ah non, mais je dis pas que les gens veulent des citations. Je dis juste que quand on lit beaucoup, quand on s'intéresse à autre chose, quand on est ouvert d'esprit, pas forcément par la littérature mais par autre chose, on a tellement de choses en nous. En nous qui font que les idées sont perçues différemment, qu'on les exprime différemment et qu'on a les moyens de les rendre justement intelligibles et à niveau de tout le monde. Ce qui manque beaucoup, je trouve, parce que c'est lié aussi, il y a une côté déconnexion. Vous avez Bertrand, moi je veux bien qu'il se présente, enfin, il était dans les coulisses de l'Élysée, il était auprès des partis quand il y a eu la tarification à l'acte à l'hôpital, ce qui fait que l'hôpital est détruit. Jean Castex, bon, il était Premier ministre, c'était le monsieur déconfinement, il a loupé le déconfinement, il est Premier ministre, bon, très bien. Il était aussi secrétaire général auprès de Nicolas Sarkozy quand on a voté, pareil, on a supprimé des lits, etc. Donc, vous voyez, tout de suite, là, ça fait un peu bizarre. J'ai du mal à percevoir que la politique soit un métier, dans le sens où si on n'a jamais rien fait avant, comment on peut se taguer de représenter les Français quand on a toujours vécu dans une sorte un peu de petite bulle. Et je trouve en effet que le niveau s'est écroulé dans le sens où est-ce que c'est aujourd'hui encore possible d'arriver avec des idées au pouvoir et de pouvoir les développer, c'est-à-dire d'en faire quelque chose de très concret. Parce qu'aujourd'hui, on peut arriver plein de fous, plein d'idées, et ne pas se heurter à l'administration, aux idéologies, à la novlangue, comme pouvait le dire Orwell dans 1984. Je sais pas, je crois pas et ça m'attriste parce qu'aujourd'hui, à une époque, on avait Pompidou en conférence de presse qui citait Éluard pour réagir à l'affaire Gabriel Russier. Aujourd'hui, pour réagir à Mila, on a Marlène Schiappa qui cite Spider-Man. Bon, alors ça peut paraître très démago ce que je dis, ça peut même paraître prétentieux. Et croyez-moi, c'est pas le cas, c'est plus presque comment je pourrais dire ça ? Presque, je suis affligé en fait de voir un tel spectacle. Et je suis aussi affligé de voir le niveau général qui entoure tout ça, de voir personne leur rentrer dedans à un moment de leur dire « Allô », réagissez, et vous êtes député, vous êtes quand même privilégié, vous parlez au nom des Français, mais vous représentez qui ? Est-ce que vous travaillez vraiment ? Est-ce que vous savez ce que c'est la vraie vie ? Est-ce que vous savez ce que c'est la culture ? Vous êtes censé nous représenter ? Est-ce que vous pouvez juste à un moment en fait être digne de vos fonctions ? Reconnaître, avoir un minimum d'humilité, en fait. Et tout ça, j'ai l'impression qu'en fait les valeurs que sont censés incarner et avoir les hommes politiques se perdent totalement. Et ça m'effraie autant que ça me rend réticent, même si j'adore en rencontrer certains dès que j'en ai l'opportunité. Mais je crains que malheureusement que la politique ne soit finalement pas strass et paillettes, mais un peu désillusion et soumission permanente. Alors habituellement, c'est plutôt un conseil à la jeunesse qu'on demande, mais là, est-ce que vous auriez un conseil à la génération 68, à la vieillesse, entre guillemets ? Ouvrez-vous. Ne
vous considérez plus comme la norme, non pas que vous n'avez pas été important ou quoi que ce soit, au contraire, on a envie d'avoir des conseils, mais on n'a pas envie d'avoir des conseils avec la prétention légendaire que beaucoup de ceux qui représentent la génération 68 dans les médias, parce que pareil, la génération 68, il y a beaucoup de gens qui ont galéré, qui ont aujourd'hui une retraite misérable, qui n'arrivent pas à vivre convenablement, et c'est un scandale. Néanmoins, intéressez-vous aussi à la jeunesse. Enfin, si on a beaucoup à apprendre de ces générations-là, je le dis d'ailleurs dans le livre, il y a des gens comme Lucchini, comme Baird, qui sont des personnes âgées en quelque sorte, mais qui ont tellement à nous apprendre, y compris dans les hommes politiques, des gens qui sont brillants, y compris dans les entreprises, il y a des gens qui sont brillants. D'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui qui réussissent, qui s'extirpent parfois sans diplôme, sont des gens qui ont connu une sorte de mentor qui était un peu âgé, mais qui avait une mentalité qui était telle qu'ils les ont sortis pour les amener à un endroit T. Je pense que là, c'est un peu pareil. Ouvrez-vous, la jeunesse n'est pas celle que vous pensez ou que vous avez cru voir à un moment. La jeunesse n'est pas non plus l'UNEF, ce n'est pas incarné en l'UNEF. Au contraire, je trouve qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui n'est pas assez représentée, mais qui est passionnée, passionnante, ambitieuse, prometteuse, et qu'on aurait beaucoup d'avantages à l'écouter. Écoutez, merci beaucoup Maxime Lédo, c'était un très bel entretien. C'était justement passionnant, ambitieux et ça redonne un peu d'espoir dans cette génération justement que vous représentez très bien. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce premier entretien du mercredi de cette nouvelle saison du Livre Noir et puis passez une très bonne fin de journée. À très vite.